Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers, l'interview des personnalités qui transforment le monde du travail. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Clara Mollet. Bienvenue. Et on va parler d'un sujet qui me parle particulièrement, les femmes dans le business, puisque tu as un podcast et écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Les règles du jeu, qui est issu du podcast, dans lequel tu viens donner tous les tips pro aux femmes pour réussir finalement leur vie professionnelle, leurs projets et s'épanouir dans le business. Et donc, du coup, j'ai envie de t'adresser une première question. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur pourquoi ce podcast, comment tu l'as créé aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Oui, avec plaisir. Bonjour Julie, je suis ravie d'être là. Alors, les règles du jeu, effectivement, c'est d'abord un podcast qui a un peu plus de 3 ans maintenant, qui est en fait le fruit de mon expérience personnelle avant tout. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle comme trader en Amérique du Sud, donc dans un monde où j'étais la seule femme, et ça m'a appris en version accélérée et intensive énormément de choses sur ce que ça voulait dire que d'être une femme au travail, en fait. Moi, j'ai un peu réalisé à ce moment-là qu'être une femme au travail, c'était une vraie variable de l'équation, ce que j'avais pas forcément compris avant. Avec laquelle j'allais vraiment devoir compter. Donc en fait, les règles du jeu, avant tout, c'est 10 épisodes d'environ 5 minutes, donc c'est super facile et ça a été pensé aussi pour pouvoir être écouté de manière d'un seul coup, de manière vraiment facile et fluide, et qui vient d'une expérience de terrain où moi j'ai expérimenté les freins extérieurs qu'on peut rencontrer dans le monde du travail, donc le fait que les gens autour de nous peuvent poser un certain regard sur notre travail, sur notre parole, sur notre tenue vestimentaire ou sur notre attitude parce qu'on est une femme, et les freins intérieurs qu'on peut rencontrer aussi, des inhibitions dont on n'avait pas forcément conscience avant de commencer à travailler, des difficultés à se mettre en avant, des difficultés à s'exprimer, un sentiment de déloyauté quand il s'agit de faire valoir ce qu'on fait, etc., qui sont peut-être encore plus, dans mon cas en tout cas, une surprise encore plus grande que les freins extérieurs que j'ai pu rencontrer. Parce qu'en fait, finalement, la prise de conscience qu'on peut être soi-même sa propre ennemie au travail, c'est quand même une prise de conscience assez brutale. Et pour moi, ça a été une vraie surprise. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire avec ce podcast, c'est vraiment de bâtir une espèce de pont entre les discours autour de l'égalité, la prise de conscience un peu générale maintenant d'ailleurs, ce qui est une très bonne chose, qu'il y a des inégalités à combattre et à dépasser, et sa propre réalité. C'est-à-dire que bien souvent, je trouve que quand on tombe sur des contenus liés à l'égalité au travail, etc., on a de l'inspiration, on reçoit des shots d'optimisme, on se dit... Déjà, on a un sentiment d'appartenance, on prend conscience que le problème est de grande ampleur, donc c'est pas isolé, c'est pas nous. Exactement, c'est vraiment, ça nous dépasse, donc c'est aussi assez rassurant. Mais une fois qu'on a refermé le livre ou qu'on a fini la vidéo ou je sais pas quoi, on retourne à sa place, à son travail, et en fait, notre réalité n'a pas changé. Comment on fait pour passer de Sheryl Sandberg dans LinkedIn à moi, en fait, ma réalité, mon ordinateur, mon téléphone, mes collègues, mon chef, etc. Et c'est un peu ça que moi j'ai essayé de faire avec les règles du jeu, c'est de passer de l'inspiration à la mise en action pour vraiment transformer la réalité des femmes au quotidien. Donc finalement, tu donnes des tips très concrets qui vont les aider, qu'elles vont pouvoir mettre en application. Ouais. On a beaucoup de femmes dans la communauté, on a des freelances, on a des clients, donc des salariés. Je pense qu'elles aimeraient, en t'écoutant, avoir un aperçu. Est-ce que tu as envie de leur partager, là sur le plateau, un tips ou deux qu'elles pourraient mettre en action tout de suite ? Ouais, bien sûr. Alors, ce que je voudrais juste dire en préambule, c'est que rien de tout cela n'est simple ni facile. La raison pour laquelle les femmes se heurtent encore et toujours au syndrome de l'imposteur, par exemple, au syndrome de la bonne élève, pour citer les deux plus connus, malgré le fait qu'on les ait identifiées depuis si longtemps, malgré le fait que beaucoup de femmes arrivent à les identifier en live dans leur vraie vie en se disant « Ah là, c'est le syndrome de l'imposteur qui parle, etc. » Pour autant, c'est quand même très difficile de s'en défaire. Et la raison pour laquelle c'est très difficile de s'en défaire, c'est que finalement, quand on est une femme, dire je veux plus d'argent, je veux telle opportunité, je vaux, ou alors dire non, ce qui est une autre manière de dire oui, ça revient toujours à transgresser quelque chose. C'est toujours une forme de transgression. Ça revient toujours à désobéir à quelqu'un quelque part. Et finalement, personne n'est à l'aise dans ce rôle-là. C'est-à-dire que la transgression,
c'est très difficile. C'est contraire à nos instincts primaires, à mon avis, en tant qu'être humain, de s'affranchir du groupe, de prendre le risque du rejet de l'autre, de prendre le risque d'un refus de sa hiérarchie, ou de la moquerie, ou du ridicule, etc. Tout ça, c'est des risques qu'on a plus ou moins consciemment formulés dans nos têtes, mais qui font que, même si on sait ce qu'il faudrait faire, ça reste difficile de passer à l'action. Donc, je voulais juste le dire en préambule parce que parfois, quand on reçoit des conseils, etc., on se dit, bon, ça a l'air simple sur le papier, et puis quand je suis confrontée à la réalité de la situation, c'est beaucoup plus difficile. C'est normal, en fait. Il y a une forme de prix à payer. Là, il y a une différence entre les femmes et les hommes, tu penses, par rapport à ça ? Bah oui. D'ailleurs, ça a été un peu prouvé scientifiquement. Tous les travaux qui ont été menés autour des biais de genre le prouvent. Les biais de genre, c'est ni plus ni moins que prendre exactement la même attitude dans le même contexte, toutes choses étant égales par ailleurs, par un homme et par une femme, une attitude un peu assertive ou une négociation de salaire d'ailleurs, et le fait que l'environnement le perçoive dans la majorité des cas positivement quand c'est un homme, négativement quand c'est une femme. Ça prouve bien qu'il y a une forme de transgression supplémentaire, ça dérange davantage quand ces choses-là viennent des femmes par rapport aux hommes. Et c'est pas du tout pour victimiser les femmes ou quoi que ce soit, je dis ça, c'est parce que inconsciemment on le sait, ça. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, quand on parle de la question de la négociation de salaire, il y a eu un débat qui est toujours en cours d'ailleurs sur il y a une inégalité parce que les femmes demandent moins, et il y en a d'autres qui disaient non, les femmes demandent mais elles obtiennent moins. Et en fait, les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a autant de femmes qui s'autocensurent en se disant « si je vais demander cette augmentation de salaire, elle sera… » ou dans le cas de freelance par exemple, « si je vais négocier mes tarifs auprès d'un client, ce sera perçu négativement. » Et il y a autant de femmes qui y vont, mais qui reçoivent une réaction négative parce que une demande d'augmentation ou de négociation de salaire, c'est perçu plus négativement quand c'est une femme qui le fait. Et les deux sont vrais. Donc en fait, hélas, oui, il y a quand même un vrai biais cognitif dont les femmes et les hommes sont victimes d'ailleurs, c'est pas que les hommes, qui explique aussi pourquoi c'est si difficile. Donc, pour revenir à la question de départ, des conseils concrets, oui, en fait, tout le travail des règles du jeu, c'est de regarder la plus petite échelle d'action possible, pour commencer par la plus facile d'accès. Finalement, plus on zoome sur notre vie quotidienne au travail, et plus on s'aperçoit qu'on a des moyens d'agir, et plus aussi on dédramatise ce que veut dire, par exemple, si je prends l'exemple de promouvoir son travail, qu'est-ce que ça veut dire vraiment de promouvoir son travail ? Quand on s'arrête à l'expression, on a l'impression que c'est quelque chose d'énorme. Promouvoir son travail, on a l'impression qu'il faut attendre d'avoir un travail parfait, que ça se joue une fois par an pendant les entretiens de fin d'année, qu'il faut briller absolument, montrer qu'on est la meilleure, sinon tout est raté, il faut tout recommencer l'année d'après. Alors évidemment, quand on voit les choses comme ça, on se met une grosse pression. On se met une pression énorme, c'est hyper inhibant, et c'est le meilleur moyen soit de pas y aller, soit de foirer. Pas y aller, ouais, exactement. Donc en fait, ce que je dis par exemple dans les règles du jeu, c'est de dire que promouvoir son travail, en fait, c'est pas ça du tout. C'est des toutes petites choses un peu tout le temps. Par exemple, poser des questions aux gens avec qui on travaille, à notre chef, en rapport avec ce sur quoi on travaille. Par exemple, rendre compte régulièrement de ce qu'on fait. De manière informelle, aller passer une tête dans le bureau de son boss ou passer un coup de fil à son client en fonction des relations qu'on a avec son environnement de travail, freelance, etc., indépendant, pour rendre compte régulièrement un peu de ce qu'on fait. Faire part de ses difficultés. C'est aussi une manière... En fait, promouvoir son travail, c'est rester dans le paysage mental des gens. C'est pas briller nécessairement, même si évidemment le but secondaire et ultime, c'est ça. Le premier but, c'est d'être identifié pour ce qu'on fait. C'est que quand les gens... Ta curiosité, ton adaptabilité, comme tu disais. Exactement. Des questions. Exactement. Être présent en fait dans le paysage mental des autres, parce qu'il faut bien avoir conscience évidemment que les autres ont aussi leur propre agenda, leur propre vie à gérer, leurs propres contraintes, leur propre hiérarchie, leurs propres clients difficiles, leurs propres contreparties à gérer, leurs propres conflits interpersonnels au travail, que sais-je. Donc en fait, c'est une manière aussi de leur faciliter la tâche que d'aller vers eux, sans attendre qu'ils viennent vers nous, et de leur, un peu tout au long de l'année par exemple, de leur semer comme ça des espèces de toutes petites... de tout petits cailloux qui leur rappellent ce sur quoi on travaille, pour que quand ils pensent à Julie, Julie c'est tel dossier, c'est tel achievement, c'est telle chose, etc. Donc encore une fois, poser des questions, c'est tout petit. Rendre compte de manière informelle de ce qu'on fait, c'est tout petit. Partager des informations aussi. Par exemple, vous tombez sur, je dis n'importe quoi, un article intéressant. Sur les concurrents, sur les concurrents, sur ce sur quoi vous travaillez, etc. Vous le partagez. Et tout ça, en fait, c'est des manières de promouvoir son travail. Et là, on se rend compte qu'en fait, derrière la formule se cache une réalité extrêmement facile d'accès, en fait.
Oui, c'est assez facile à mettre en place. Ouais. Et tout le monde peut le faire parce qu'une autre inhibition un peu qui peut se mettre en place, qui font partie un peu des excuses qu'on s'invente pour pas faire ce genre de choses, c'est de se dire que c'est réservé à certains. C'est de se dire que pour pouvoir promouvoir correctement son travail, il faut être à l'aise, extraverti, très sûr de soi, etc. Et en fait, moi, ce que essaye de faire sur ce travail un peu sémantique, c'est de dire, regardez, derrière cette expression se cache en fait une réalité qui est accessible vraiment à tous et à toutes, quoi. Excellent. A besoin d'être quelqu'un de... C'est pas réservé à des élites, quoi, de promouvoir son travail, de négocier, etc., etc. Oui, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir quelque chose à vendre aussi sur des résultats, un projet, comme tu le disais. On peut le faire au quotidien sur des choses simples, sans avoir à se vendre, mais garder ce lien, ce contact. Exactement. C'est plus une affaire exactement de créer un contact pour être clairement identifié dans l'esprit de l'autre. Exactement. Et la promotion vient après. Et ça, c'est un peu plus difficile en télétravail. Oui. Puisqu'on a moins ce lien humain où, comme tu le disais, on peut passer la tête dans le bureau, on peut avoir des discussions informelles. On a beaucoup moins dans un cadre de travail à distance. Tu penses qu'on peut adapter ça comment, par exemple ? Je pense qu'en fait, le principe reste le même. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, ça reste de créer un fil de communication un peu constant et léger. Surtout, enlever du poids, quoi. Parce que c'est dans notre intérêt et dans l'intérêt de la personne en face de nous. Alors c'est sûr qu'en télétravail, le côté informel et léger est un petit peu entravé. Maintenant, ça peut être simplement d'envoyer des mails en disant voilà où j'en suis, de passer un coup de fil. Moi, je suis quand même encore assez adepte. Je pense que ça reste la meilleure manière de faire, de passer un coup de fil à quelqu'un, de partager des informations par mail. C'est quand même aussi un moyen super efficace. Encore une fois, tu tombes sur un article, tu le partages à toute ton équipe en disant bah voilà, j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser, je travaille là-dessus, ça m'a fait penser à ça. Voilà, c'est tout, en fait. Donc, évidemment que le télétravail complexifie un peu la chose, mais comme dans tous les rapports humains au travail, finalement, il faut un peu... Et c'est vrai que la technologie supplante un peu l'informalité des rapports humains dans le télétravail. Donc, c'est sûr que, voilà, quand on a quelque chose de vraiment précis à dire, je pense que le téléphone reste une bonne option. Oui, c'est vrai que, voilà, le bon vieux coup de fil, à un ami, voilà, ça marche toujours. Du coup, tu œuvres vraiment pour la parité au travers de ton podcast qui a été donc repris en livre, au travers aussi des conférences ou de l'accompagnement que tu fais dans les entreprises. Tu m'avais parlé également tu accompagnes les jeunes dans les écoles. Oui. Tu fais des interventions assez tôt, finalement, c'est des réflexes qu'on peut avoir assez tôt. Et puis, tu es allée un peu plus loin, tu m'as raconté une petite anecdote avec Laetitia Vito, qu'on connaît bien dans nos interviews, qui est experte, conférencière et auteure également sur les sujets Future of Work, où vous avez eu une idée assez audacieuse. Est-ce que tu peux me raconter cette anecdote ? Oui. En fait, avec Laetitia et 4 autres femmes, on a créé un collectif qui s'appelle Femmes et Travail. En fait, on travaille toutes sur ce thème. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a toutes des expériences, on a toutes été amenées à ces thèmes par des parcours complètement différents. Et puis en plus, on a des domaines d'expertise vraiment différents. Il y a une avocate, il y a une entrepreneure qui est spécialisée sur les questions de mode de garde, de la parentalité. Donc évidemment que ça touche aux femmes au travail, mais c'est un prisme à part. Enfin voilà. Et en fait... on a eu l'idée pendant la dernière campagne présidentielle de bâtir en fait une espèce de programme en 10 propositions pour atteindre l'égalité au travail en un mandat. Et en fait, on a publié cette tribune en ligne et puis on en a fait une pétition qui a eu un certain écho puisqu'on a eu presque 25 000 signatures en assez peu de temps. Et donc le but, c'était à l'époque d'interpeller les candidats sur ce thème qui est à la fois en fait le paradoxe et le risque, c'est que c'est un thème dont on parle beaucoup. Les femmes en général, la place des femmes dans la société et les femmes au travail en particulier. Mais pour autant, les choses, même si elles bougent, même s'il y a un cadre législatif qui s'étoffe, etc., les chiffres évoluent très lentement. C'est vrai. Et on a besoin, parce que des initiatives comme la mienne, comme tout le travail que fait Laetitia, etc., c'est fantastique, mais on a besoin aussi d'une volonté politique pour faire passer les choses à une plus grande échelle. On a besoin vraiment on a besoin de moyens pour créer des structures de garde supplémentaires. On a besoin vraiment d'une vraie volonté politique pour faire progresser les choses de manière significative. Et en fait, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que c'était tout à fait possible de le faire en un mandat,
avec certes des moyens, puisqu'il faut mobiliser des moyens humains, financiers, etc. Mais donc il faut qu'il y ait une vraie volonté, un vrai engagement de la part des pouvoirs publics là-dessus, mais c'est vraiment possible de le faire. Donc nous, en mêlant un peu nos expertises, on a listé 10 propositions, c'est toujours en ligne d'ailleurs. Ok. On peut les retrouver où ? Alors sur le site du collectif qui s'appelle Famille Travail, okay. On peut les retrouver en ligne, la pétition s'appelle 10 propositions, l'article est toujours en ligne, 10 propositions pour atteindre l'égalité au travail en un mandat. Donc tout ça est encore en ligne, accessible un peu partout. Je pense qu'on l'a tout référencé sur nos sites respectifs aussi. Donc, Est-ce que ça fait écho ? Vous avez eu un retour ? En fait, alors, on a eu un retour, disons, d'estime de l'opinion, puisque vraiment la pétition a pris assez vite. Hélas, on n'a pas eu de retour des candidats. Il aurait peut-être fallu on n'a peut-être pas franchi la barre symbolique des... c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas du tout fini. C'est sûr que nous, on avait surfé sur le calendrier électoral, mais c'est évidemment pas terminé. Mais c'est vrai que... Bon, évidemment, on est dans un contexte un peu compliqué. Faut toujours, enfin, les priorités sont, tous discutent. Mais c'est vrai que ce qui est un tout petit peu gênant avec le thème des femmes au travail, etc., c'est qu'on a l'impression que c'est un thème auquel les pouvoirs publics s'intéressent quand elle peut se le permettre. C'est-à-dire quand il n'y a rien d'autre qu'elle estime plus urgent de faire. Et que dès qu'on bascule dans un contexte économique dégradé, des tensions diplomatiques, qui sont évidemment des vrais problèmes à gérer, ça repasse en dessous de la pile, ce thème quand même. Donc c'est aussi pour ça qu'on constate depuis des siècles et des siècles des avancées, des reculs, et qu'on a du mal à consolider les progrès. Donc moi, à titre personnel, c'est vrai que c'est ça qui me préoccupe, parce que ça a été dit par nombre de femmes très brillantes au fil des siècles. C'est vrai que c'est... Oui, la thématique n'est pas nouvelle. La thématique n'est pas nouvelle. Comme tu dis, les progrès sont encore très faibles. Ouais, et fragile en fait. Et fragile, oui, il y a des le Covid nous l'a prouvé. Ouais, c'est très très rapide en fait. Et le risque aussi d'avoir autant d'intérêt médiatique autour de ce thème, c'est que ça peut lasser aussi. Le problème, c'est qu'il y a aussi des fenêtres, je pense. Là, le fruit est mûr. Je pense du point de vue de l'opinion, etc. Le timing est parfait. Moi, je trouve ça génial d'être engagé sur ces questions en ce moment. C'est sûrement plus facile. On a peut-être plus d'espace, d'occasion de s'exprimer sur ce sujet qu'il y a 50, 100 ans, etc. Mais il n'empêche que si cette fenêtre-là se referme sans qu'on soit parvenu à vraiment mettre en place de manière consolidée, solide, des vraies choses qui garantissent, en fait, qui rendent pérennes les progrès en matière d'égalité dans tous les domaines, mais en particulier dans le monde du travail, et ben la fenêtre peut se refermer et engloutir tous les efforts qui auront été faits, parce qu'en fait, il peut y avoir un phénomène de lassitude aussi, au bout d'un moment. Oui, tout à fait. Donc le risque est grand. Tu œuvres à différents niveaux, donc école, entreprise, podcast et livres. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent, et du coup j'ai envie de dire pour les hommes aussi, parce que c'est des sujets du coup qui les concernent. On en a besoin, ouais. Exactement, on a vraiment besoin d'eux dans ce combat. Où est-ce que tu peux les inviter à écouter ton podcast ? Quels sont les bons contacts que tu peux nous partager pour terminer cette interview? Eh bien, un peu partout, sur toutes les plateformes. Les règles du jeu, c'est disponible partout. Le livre est disponible partout. C'est très facile de trouver. Sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, classique. Le podcast a été traduit là en début d'année en anglais, donc il commence un peu à... Ouais, ça c'est super. Donc ça commence un peu aussi à conquérir d'autres publics et d'autres cultures. Et d'autres cultures, des pays dans lesquels c'est peut-être un peu différent. Exactement. C'était d'ailleurs un peu ma curiosité en le traduisant en anglais, de savoir si ça allait résonner dans d'autres cultures, parce que les enjeux sont pas les mêmes, les systèmes scolaires sont pas les mêmes, donc on n'est pas formaté de la même façon, etc. Pour l'instant, ça prend, donc c'est vraiment intéressant à voir. Et puis, plein de projets en cours, etc. Donc, je communique sur les réseaux et sur mon site, donc pour les gens qui sont intéressés, c'est facile à trouver. Eh ben, merci beaucoup Clara. Merci. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver cette interview ainsi que d'autres également sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur notre site web freelance.com. Eh ben merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.